Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. Alors, je suis Pierre, donc je suis Customer Success Manager chez Kizeo. Donc, je suis en charge de la relation client, donc plutôt sur la partie commerciale, mais je fais aussi un petit peu de support technique. Et donc, c'est moi qui vais vous présenter ce premier webinaire de l'année. Et pour m'accompagner aujourd'hui et pour répondre à vos questions, on va accueillir Nathalie, qui est chargée de support et que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Donc, comme l'a dit Pierre, je suis Nathalie et je suis chargée de support chez Kizeo. C'est donc moi qui réponds à vos appels et à vos demandes par mail. Donc, certains me connaissent peut-être déjà. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Donc, après la présentation de Pierre. Donc, je ne répondrai pas à toutes les questions parce que sinon, ça durerait beaucoup trop longtemps. En revanche, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un mail la semaine prochaine avec les réponses à toutes vos questions. Voilà. Je laisse maintenant Pierre faire sa présentation. Et je vous dis à tout à l'heure. On va commencer la présentation par une petite introduction et ça laissera du coup le temps aux derniers arrivants de nous rejoindre. Donc, pour ce premier webinaire de l'année, on va essayer de voir comment optimiser un petit peu l'utilisation de Kizeo Forms. Donc, on va voir tout ça ensemble. Alors, pour commencer, on va vous parler déjà donc, de Kizeo en quelques chiffres. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est une entreprise spécialisée sur la digitalisation de formulaires donc, depuis 2011 maintenant. Donc, ça fait plus de 13 ans qu'on existe. L'entreprise a grossi au fur et à mesure des années et aujourd'hui, on est environ 50 collaborateurs. Et on est une entreprise basée à Avignon, donc dans le Vaucluse, pour ceux qui connaissent. Quelques petits chiffres sur l'utilisation de Kizeo Forms. Donc aujourd'hui, on est présent dans plus de 62 pays du monde, ce qui représente du coup en termes d'utilisation et en termes donc, de données saisies et envoyées tous les mois plus de 2 millions en moyenne. Bon, ça fait un chiffre plutôt pas mal. Et ça représente donc plus de 100 000 utilisateurs et 4 000 organisations qui aujourd'hui nous font confiance. Vous avez quelques exemples de sociétés aussi indiquées sur la droite avec qui nous travaillons. De ce webinaire. Alors, c'est vrai qu'on a récupéré donc tout au long de l'année 2023 les demandes de support les plus récurrentes en fait. Donc, et on a décidé de mettre en lumière certaines petites fonctionnalités et vous sensibiliser peut-être à une certaine façon d'utiliser Kizeo Forms, voilà, pour toujours dans une optique de gagner du temps et éviter les tâches chronophages. Donc, on a isolé quelques petits items qui nous semblaient intéressants d'aborder aujourd'hui. Donc, on va parler un petit peu de masque de saisie. On va voir qu'on peut concaténer des éléments avec le champ calcul. On verra ce qu'est un champ en lecture seule. Et puis, on passera vraiment plus sur l'application mobile. Ça, c'est vraiment plus pour la partie utilisateur. C'est donc dans la façon dont les utilisateurs utilisent l'application. Donc, on parlera de la copie des données. On verra ce qui a changé depuis l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. On verra donc une question qui revient souvent, c'est la différence entre ce qui se trouve dans les données envoyées et les données serveurs, donc sur la partie mobile. Et on fera un petit rappel du coup sur la possibilité de mettre une saisie de données en brouillon. Et on verra pourquoi c'est important, parce qu'on a la possibilité effectivement de restaurer des brouillons dans certains cas de figure. Et enfin, on passera du coup donc plus sur la partie historique. On verra qu'on peut aujourd'hui qu'un administrateur peut récupérer des formulaires qui auraient été supprimés, ainsi que leur historique. On verra qu'il est possible aussi pour chaque administrateur d'un compte, voire les utilisateurs, les chefs de groupe, de personnaliser leur historique. Et on s'arrêtera en fin de présentation sur les champs cachés. On verra un petit peu les champs cachés. Alors, tout de suite, on va commencer donc par enregistrer une donnée avec un masque de saisie. Alors, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, qu'est-ce que c'est un masque de saisie et à quoi ça sert? Aujourd'hui, on a la possibilité du coup de conditionner dans un champ de saisie la réponse que l'on souhaite. Donc, ça peut être soit quelque chose de vraiment défini, soit ça peut être un format de réponse que l'on attend.
Si je veux, par exemple, que mon utilisateur me relève une plaque d'immatriculation, à ce moment-là, j'ai un format bien spécifique et je souhaite qu'il respecte ce format-là pour éviter les erreurs de saisie. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe sur la partie mobile, comment ça se présente. Et ensuite, on rentrera dans le paramétrage au niveau du back-office. Donc, on va essayer au cours de la présentation, je vais essayer au cours de la présentation de vous montrer comment ça se passe d'un point de vue mobile. Et puis après, on regardera un petit peu les configurations, comment on arrive à ce résultat. Alors, je vais vous partager l'écran de mon mobile avec l'application Kizeo Forms pour que l'on puisse voir en fait un petit peu ce qu'il en est sur ce masque de saisie. Alors, donc là, vous avez le super formulaire qui a été créé pour l'occasion de ce webinaire. Donc, on va commencer une nouvelle saisie et on va voir ce qu'il en est avec le masque de saisie. Donc, le masque de saisie, comme je vous disais, ça peut permettre de conditionner une réponse, vraiment une réponse attendue. On va pouvoir se servir de cette fonctionnalité quand on veut utiliser, par exemple, un code de validation. Admettons, aujourd'hui, j'ai plusieurs salariés qui utilisent la tablette de l'entreprise et qui viennent saisir une donnée quand ils récupèrent du matériel dans les stocks. Mais j'ai besoin, moi, de savoir quelle personne a récupéré du matériel. Donc, pour éviter qu'un utilisateur ne saisisse le nom d'un autre, on va pouvoir attribuer à chacun un code de validation qui va lui permettre de valider sa donnée. Donc là, dans le cas présent, j'ai une liste d'intervenants. Donc, j'ai 3 intervenants. Si je sélectionne l'un de ces intervenants, j'ai un champ de saisie qui apparaît, donc en me demandant le code de validation quand c'est pour Pierre, la même chose pour Jacques ou pour Paul. Je vais prendre dans mon cas de figure, donc mon propre code de validation. On va commencer à saisir du coup dans ce champ-là et dès que je commence à saisir, vous voyez qu'un petit message apparaît m'indiquant que la syntaxe est non respectée. Tant que je n'aurai pas indiqué le code attendu, je ne pourrai pas valider ma donnée. C'est-à-dire que si j'ai ce message qui apparaît syntaxe non respectée, je ne peux pas envoyer ma donnée. Si je clique sur envoyer, j'ai un petit message qui s'affiche m'indiquant que tous les champs obligatoires ne sont pas saisis. Pour chance, je connais bien mon code de validation, qui est 0. Pas très compliqué à respecter. Mais comme vous pouvez le constater, le message qui m'indiquait qu'il y avait une erreur au niveau de la syntaxe vient de disparaître. Donc, effectivement, j'ai rempli ce champ de saisie avec le code qui était attendu. Donc là, je peux valider et envoyer ma donnée. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Dans ce cas de figure-là, on attend effectivement une réponse bien spécifique. Si je ne rentre pas le mot de passe Kizeo, le code de validation Kizeo, dans mon cas de figure, je ne pourrai pas valider la donnée. Le deuxième cas de figure, ça va être sur les formats à respecter. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une plaque d'immatriculation, parce que c'est un petit peu parlant, hein, 2 lettres, 3 chiffres de lettres, mais on peut avoir la même chose pour un numéro de sécurité sociale, pour un numéro de SIRET. Enfin, on peut conditionner ce champ pour aussi avoir une limitation en termes de nombre de caractères. Donc, tout ça, c'est possible de le configurer. Il existe des masques de saisie plus ou moins complexes. Vous pourrez voir à la fin, vous aurez une liste des tutoriels sur les différents sujets qu'on a abordés et vous pourrez voir, donc il y a des masques de saisie simples à utiliser et d'autres un petit peu plus complexes. Mais on vous donnera le lien qui vous permettra de voir un petit peu en détail les possibilités peut-être un petit peu plus complexes. Dans le cas de ma plaque d'immatriculation, le principe est le même. C'est-à-dire que quand j'ouvre donc mon champ de saisie avec cette plaque, si je commence à saisir, j'ai à nouveau le message syntaxe non respecté qui apparaît. Alors là, vous voyez, j'ai juste après le format à respecter qui est indiqué. Alors ça, c'est une indication que j'ai paramétrée moi sur ce champ-là pour que mon utilisateur, au moment de sa saisie, il ait quand même une idée de ce qu'il doit répondre, de ce à quoi il doit s'attendre. Donc, même principe que pour tout à l'heure. Tant que je n'aurai pas respecté la syntaxe qui est demandée, je ne pourrai pas valider ma donnée. J'aurai ce message d'erreur qui m'empêchera de valider ma donnée. Excusez-moi, j'ai mis un autre chiffre. Voilà. Là, je respecte bien le format attendu, le message disparaît et je peux valider. Donc là, par contre, on n'attend pas un résultat exact, c'est-à-dire que si je change les lettres ou les numéros de ma plaque, le message disparaît. C'est vraiment un format qui est attendu. Ça, c'est ce que vous avez sur la partie mobile. En tant qu'utilisateur, c'est ce qu'un utilisateur va avoir sur la partie mobile.
on va voir du coup en termes de paramétrage comment ça se passe au niveau du formulaire. Donc là, j'ai mon formulaire avec mon. Donc je suis sur mon back-office, hein, j'ai mon formulaire. On va aller sur la trame de ce formulaire. Et donc sur la première partie, donc le masque de saisie, comment ça se passe? Donc dans le cadre d'un code de validation, comme j'ai fait, c'est extrêmement simple. Il suffit d'ouvrir les paramètres du champ. Hop. Et dans la partie avancée, j'ai une partie masque de saisie expression régulière ici. Donc là, j'ai indiqué le code que je souhaitais que l'opérateur saisisse pour pouvoir valider la donnée, Kizeo, tout simplement. Donc, si vous attendez un code de validation, il vous suffit de le déterminer simplement ici. Et c'est ce code qui permettra la validation de la donnée. Dans les cas des formats attendus, alors à ce moment-là, on va utiliser des expressions. Alors là, on va voir une expression qui est très simple. Il y a la possibilité d'en faire des beaucoup plus complexes. L'expression que j'utilise, et que vous retrouverez du coup sur notre tutoriel, c'est celle-ci. AA pour les lettres, donc je veux des lettres, 3 chiffres et 2 lettres, séparées par des tirets. Là où j'ai indiqué, donc là où vous voyez masque de saisie, explication pour les mobiles, ça c'est une indication que j'ai moi-même indiquée pour du coup mon utilisateur, pour pouvoir lui faciliter la vie. Je vous recommande, si effectivement vous êtes amené à utiliser des masques de saisie avec un format bien spécifique, indiquez-le en titre d'exemple dans cette partie-là pour que le technicien, si jamais il a ce message syntaxe non respecté, qu'il puisse savoir vraiment quel est le message attendu, quelle est l'information attendue. Voilà en ce qui concerne le masque de saisie. Donc après, vous pourrez le voir dans les tutoriels, comme je vous disais, il en existe énormément avec beaucoup de possibilités pour conditionner ce champ avec des formats de réponse. En deuxième petite partie, on va parler de la concaténation des éléments avec le champ calcul. Alors, le mot concaténer, je vais être très transparent avec vous, c'est un mot que je ne connaissais pas avant de rentrer chez Kizeo. Alors, il paraît qu'il est assez connu dans le monde de l'informatique. Moi, je l'ai découvert. En fait, la concaténation d'éléments, c'est simplement le regroupement d'éléments. En fait, on va partir du principe, j'ai plusieurs champs dans mon formulaire. Donc, chaque champ contient une information. Je peux utiliser un champ calcul pour regrouper les informations contenues dans ces différents champs. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, d'un point de vue mobile, on va voir comment ça se passe au niveau du mobile, comment je concatène des éléments et ce que ça donne. Et surtout, on va voir à quoi peut nous servir la concaténation d'éléments pour personnaliser l'affichage des données sur le mobile. Alors, on va repasser sur notre petite application mobile et on va voir ce qui se passe. Donc là, j'ai un champ concaténation. J'ai pris une liste, donc j'ai une liste d'entreprises avec des références. Donc j'ai 3 références, le nom du contact, le prénom du contact et la ville. Et le champ calcul en dessous qui est la concaténation des éléments. Donc là, pour l'instant, comme vous voyez, j'ai 0, 0-0. C'est normal puisqu'effectivement, j'ai aucune information contenue dans les champs au-dessus et donc forcément, il ne peut pas faire la concaténation. Maintenant, si je vais sur ma liste, hop, je sélectionne mon entreprise, j'ai bien mes références qui viennent s'incrémenter, donc le nom du contact, le prénom et la ville. Et dans le champ concaténation des éléments qui étaient à 0-0, vous voyez que du coup, il m'a regroupé les informations, Guyenne-en-Pierre et la ville associée. Pareil. On va voir à quoi ça sert. Dans un second temps, je vais déjà vous montrer du coup comment j'ai paramétré effectivement ce champ au niveau du back-office pour obtenir ce résultat. Et surtout, on va voir à quoi ça peut nous servir de manière factuelle. Retournons sur notre back-office et sur la partie concaténation. Voilà. Donc, tout simplement, je vais ajouter un champ calcul, qui sera le champ qui concatène les éléments. Et dans la formule de calcul, eh bien alors là, c'est très simple. J'ai simplement été sélectionné, donc en premier, le champ, le nom du contact que je souhaitais, le nom du contact. J'ai ajouté du texte. Donc, quand vous avez la petite partie jaune, là, c'est que vous avez ajouté du texte, en fait. Tout ce qui est en bleu, ce sont des champs du formulaire. Ça se réfère à des champs du formulaire. Donc là, en fait, je lui ai dit,
Je veux le nom du contact, l'information contenue dans le champ nom du contact. Tu me la sépareras par, donc là c'est un espace, hein, c'est vide, tout simplement, le prénom du contact, et tu me sépareras ça par la ville. Il ne faut pas oublier, vous devez toujours avoir entre chacun des champs et le texte, vous avez toujours un plus. Alors, quand vous cliquez sur la partie ajouter du texte, vous avez le plus qui se met automatiquement d'un côté. Il ne faut pas oublier par contre de le remettre du deuxième côté, du côté droit, avant d'ajouter le champ supplémentaire. Alors, à quoi ça peut nous servir de concaténer des éléments d'un formulaire? Eh bien, ça peut nous aider à personnaliser l'affichage des données sur le mobile. Alors, comme vous le savez déjà peut-être pour certains, si vous n'avez pas personnalisé l'affichage des données sur votre mobile, si vous saisissez une nouvelle donnée, ou si on vous push une donnée, si on vous transfère une donnée, ce que vous allez voir apparaître dans votre historique, ce sera l'ID de la donnée, le numéro de la donnée. Alors, dans les cas où on est amené à saisir beaucoup de données dans une journée, on peut effectivement se retrouver à avoir pas mal de données dans son historique. Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, la personnalisation des données, la personnalisation de l'affichage des données, c'est quelque chose que vous allez trouver dans les options de votre formulaire. Donc, les options du formulaire, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers, c'est la petite roue crantée qui est en haut à droite quand vous êtes sur la trame de votre formulaire. Alors, je n'ai pas fait de modification, donc là, je peux effectivement cliquer sans enregistrer. Et donc, j'ai une partie historique ici. Et donc, cette partie historique va me permettre de déterminer ce que je vois au niveau de l'affichage de mes données sur le mobile. Comme vous le constatez, on peut sélectionner un titre ou un sous-titre. On peut sélectionner deux éléments du formulaire. Si je vais dans la partie titre, donc vous voyez, j'ai mes champs du formulaire que je peux sélectionner pour l'affichage. Et j'ai la même chose au niveau des sous-titres. Je suis en revanche limité à deux informations. La concaténation va me permettre du coup d'utiliser un seul champ contenant plusieurs informations. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon mobile? Qu'est-ce que je vois moi en tant qu'utilisateur sur mon mobile quand j'ai personnalisé cet affichage? Alors, je vais sortir de ma donnée. Bon, j'ai effectivement fait quelques tests avant le webinaire. Bon, je vous montre la partie serveur qui est sur mon mobile avec les différentes données du coup que j'ai envoyées. Et comme vous pouvez le constater, chacune de ces données est identifiée par le titre qui est l'entreprise, le nom et prénom du contact, séparés par la ville. Alors, il y a d'autres possibilités du coup que ça. Là, c'était un exemple un petit peu parlant, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette demande qui revient, où aujourd'hui, comme je vous disais, quand on traite beaucoup de données, l'utilisateur a du mal à retrouver peut-être la donnée en question. Donc, de cette manière-là, vous pouvez personnaliser l'affichage des données de l'utilisateur. Et en plus de ça, du coup, en concaténant des éléments, vous pouvez mettre plus d'informations sur ce titre ou ce sous-titre. Voilà pour ce qu'il en est pour la fonctionnalité, donc la concaténation des éléments avec un champ calcul. Sans transition, on va passer sur le paramétrage en lecture seule. Alors, c'est une fonctionnalité qui est assez méconnue, parce qu'effectivement, on a pas mal de domaines là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ en lecture seule? Comme son nom l'indique, c'est un champ qu'on peut simplement lire, une information qui est simplement accessible en lecture. Et comme une démonstration vaut mieux que 1000 mots, comme vous pouvez voir là, dans ma boîte de réception, je me suis transféré une donnée. Donc elle a commencé à être saisie sur la partie Internet. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je vous repartage mon appli mobile. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Donc, je me suis transféré une donnée en boîte de réception. Donc, j'ai commencé à remplir cette donnée, je l'ai transférée à mon utilisateur. Mon utilisateur la reçoit comme ceci dans sa boîte de réception. Donc, quand mon utilisateur va ouvrir du coup sa donnée, elle est déjà en partie pré-remplie. Hein. Donc, j'avais rempli certains éléments, Pierre, le code de validation, j'ai sélectionné une entreprise.
Et j'ai mes champs ici qui sont en lecture seule. Donc les champs en lecture seule, comparés aux autres que je peux modifier, le champ en lecture seule, lui, si je clique dessus, j'ai accès à l'information, je peux lire l'information, mais en revanche, je ne peux pas le modifier. Si je clique dessus, je ne peux pas le modifier. Ces champs-là sont facilement identifiables parce que vous avez un petit point d'interrogation en haut à droite. Et si je clique sur ce petit point d'interrogation, j'ai une aide qui m'indique que ce champ n'est pas modifiable. Dans quel cas ça a un intérêt? Ça a un intérêt quand on veut limiter potentiellement les erreurs de saisie, de modification d'une information qui aurait été pré-remplie. Là, par exemple, j'ai pushé une donnée avec un nom d'un contact et une adresse. Bon, en soi, ce ne sont pas des éléments qui ont lieu, à mon sens, aujourd'hui, d'être modifiés par mon technicien qui va réaliser l'intervention. Donc, il a besoin de savoir où c'est, mais il n'a pas de nécessité à modifier ce champ. Donc, du coup, je l'ai mis en lecture seule. C'est simplement de la consultation. Alors, ça s'appelle un champ en lecture seule, en modification ou en push. On va voir après au niveau du paramétrage comment ça se passe. Mais là, je vous ai montré l'exemple où j'ai transféré une donnée à un utilisateur avec ce champ-là pré-rempli. Si je saisis une donnée, si je commence la saisie d'une donnée et que ce champ est paramétré en lecture seule, alors je vais pouvoir le remplir une première fois. Donc là, je vais saisir mon contact. Hop, on va recommencer. Je vais saisir. Tac. On va localiser et on va mettre une adresse. Voilà. Donc là, j'ai rentré mon adresse, mon nom du contact. Je peux envoyer ma donnée. Là, comme la donnée était vierge, que ces informations-là n'étaient pas remplies, j'ai pu, moi, les remplir une première fois. En revanche, une fois que ma donnée est partie et a été envoyée, ce champ est en lecture. Il ne peut plus être modifié. Si je retourne sur le serveur, que je vais chercher ma dernière donnée, donc là, 11h24, c'est celle que je viens d'envoyer. Hop, je la déverrouille. Voilà, mon champ en lecture seul que je viens de remplir. Si je clique dessus, je ne peux plus le modifier, alors que je peux modifier d'autres éléments de mon format. Donc l'intérêt effectivement de ce champ, comme vous l'aurez compris, c'est effectivement de pouvoir bloquer ce champ une fois qu'il a été rempli, qu'il ne puisse plus être modifié, ce qui peut éviter certaines erreurs de saisie. En termes de paramétrage, c'est très simple, il n'y a pas de configuration bien spécifique à faire. Ça se trouve sur la trame de votre formulaire, donc toujours dans le back-office, c'est l'endroit où on va faire toutes les configurations. Et dans cette partie-là, donc sur les champs, quand vous allez sur le champ en question, toujours dans ces paramètres, hop, dans la partie avancée, vous avez une fonction lecture seule en modification ou en push. Comme je vous l'ai expliqué, le push, c'est le transfert, donc lecture seule, dans le cas d'un transfert de ce champ, qui est rempli, ou en modification, c'est une fois que je l'ai rempli une première fois, ce champ n'est plus modifiable, je ne peux plus le modifier. Voilà ce qu'il en est pour cette petite fonctionnalité qui nous est quand même souvent demandée. Voilà pour les quelques astuces de cette première partie. Là, on va passer. Alors, on est toujours obligé de naviguer entre le mobile et le back-office, de toute façon, pour faire les paramétrages. Mais là, c'est vraiment, on va vraiment être plus sur l'application mobile, sur des possibilités qu'offre l'application mobile. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Premièrement, sur la copie des données, maîtriser la copie des données. Alors ça, je pense que c'est pour les personnes qui sont clientes chez Chiseo depuis un petit moment, vous connaissez cette fonctionnalité, la copie des données. Mais jusqu'à l'année dernière, donc on a amélioré cette fonctionnalité en 2023. Avant cette période-là, avant 2023, quand vous copiez une donnée, donc depuis votre historique, vous repartiez donc sur une nouvelle donnée, un nouveau numéro de donnée avec tous les champs précédemment remplis qui sont copiés sur la nouvelle donnée. Aujourd'hui, on a la possibilité de sélectionner les champs que l'on souhaite autoriser à copier, ou on souhaite autoriser la copie de ces champs. Admettons, je ne sais pas si quelqu'un qui serait amené à faire des relevés, par exemple des relevés de compteurs, c'est l'exemple que j'ai pris et que je vais vous montrer régulièrement, toutes les semaines ou tous les mois. Des fois, quand on est sur des formulaires un petit peu longs, on a des utilisateurs qui, au lieu de re-remplir le nom, prénom, l'adresse, etc.,
vont copier une donnée depuis leur historique et simplement modifier les informations euh, qu'ils récupèrent lors de leur nouvelle ronde. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai autorisé la copie des données sur mon formulaire, mais par contre, je l'ai effectivement limité, cette copie. Alors, je repasse sur la partie mobile. Tac. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je suis toujours sur mes données, je suis toujours sur mon historique des données, hein, donc dans la partie serveur. Donc, j'ai les données que j'ai envoyées hier. Donc, on va prendre une des données, par exemple, d'hier. Donc, celle-ci. Alors, si j'ouvre cette donnée, voilà. Donc là, dans cette donnée, elle est pré-remplie. J'avais mis une entreprise, une plaque d'immatriculation. Et puis, si on descend donc, sur la rubrique copie de données, je vois donc que j'ai rentré un nom de client, un relevé de compteur, et j'ai pris une photo associée à ce compteur, du coup, pour justifier. Donc, ce qui était dans les champs. Bon, très bien, j'ai cette donnée-là. Je vais effectuer une copie. Je vais faire le relevé au même endroit. Tous les autres champs sont identiques. La seule chose qui va changer, c'est mon indicateur, enfin, mon nouveau relevé de compteur et une nouvelle photo de justification. Les 3 petits points, je vais copier ma donnée. Je lance la copie de ma donnée. Donc, comme vous le voyez précédemment, j'avais sélectionné une plaque d'immatriculation qui a bien été copiée. La concaténation de mes éléments, l'entreprise était déjà remplie, ça a été copié. En revanche, sur la partie copie de données, à l'endroit où j'avais donc précédemment le nom, mon numéro, enfin mon relevé et la photo, vous voyez que les champs sont vides à ce moment-là. Parce qu'effectivement, j'ai autorisé la copie de mon formulaire, mais j'ai décidé que ces 2 champs-là n'avaient pas le droit d'être copiés. Donc, dans le cas d'une copie, ce qui se passe, c'est que ces 2 champs-là se retrouvent à nouveau vides et le technicien peut à nouveau saisir les informations. Et je pourrais rajouter effectivement donc une nouvelle photo pour pouvoir envoyer ma nouvelle donnée. Comment j'ai fait pour limiter cette copie de données? Alors, pour ce faire, on va retourner évidemment dans la partie back-office. Alors, cette option est toujours dans les options du formulaire, toujours au même endroit. Hop, dans la partie mobile. Alors, 2 choses. Il faut déjà autoriser la copie des données dans l'historique. Si vous n'autorisez pas cette fonction-là, la personne ne peut pas copier les données depuis l'historique et sera forcément obligée d'engager une nouvelle saisie. Donc là, j'ai bien autorisé la copie des données et j'ai la possibilité du coup de personnaliser. Si j'ouvre le champ personnalisé, j'ai tous les champs de mon formulaire qui apparaissent avec la possibilité de sélectionner ce que je souhaite copier ou pas. Donc là, comme vous pouvez le constater, le relevé de compteur électrique et la photo du compteur sont 2 informations que je n'ai pas autorisé à copier. Voilà pour ce qui est de la copie de données. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient cette fonctionnalité. Maintenant, sachez qu'elle a été enrichie et qu'aujourd'hui, du coup, vous avez la possibilité de personnaliser ça. Données envoyées versus données serveurs. Alors, ça, c'est une question aussi très récurrente, de savoir aujourd'hui pourquoi, sur l'application mobile, on a une partie serveur et une partie données dans laquelle se trouve une boîte envoyée. Alors, pour simplifier, il faut partir du principe que ce qui se trouve dans la partie données envoyées, c'est du local, c'est enregistré sur la mémoire de l'application. Tout ce qui est sur la partie serveur, comme son nom l'indique, c'est que ça a été sauvegardé sur le serveur. Donc, alors après, attention, une donnée qui est envoyée est sauvegardée sur le serveur. Maintenant, elle reste donc en local sur le téléphone. Donc là, c'est plus de la sensibilisation. Dans le cas où vous utilisez des formulaires qui sont potentiellement un petit peu lourds, où vous avez beaucoup de médias, beaucoup de lignes de tableau, des données assez conséquentes, ce qui se passe, c'est que si l'utilisateur en saisit pas mal, au bout d'un moment, la mémoire de l'application risque de saturer et vous risquez d'avoir des crashs mémoire. Donc, sachez qu'il est tout à fait possible, je vais vous le montrer, sur le mobile.
Alors, sachez qu'il est tout à fait possible de supprimer des données qui sont dans la partie données envoyées. Ça va libérer de l'espace de stockage sur votre application mobile. Par contre, ces données-là ne seront pas supprimées du serveur. Elles seront toujours accessibles dans la partie serveur. Donc là, j'ai deux données. On va essayer de conserver donc celle du 15 février 11h24. Allez, je la supprime de la boîte envoyée. Si je vais dans la partie serveur, je refiltre sur mon formulaire. Vous voyez bien que la donnée est là, 15 février, 11h24. Elle n'a pas été supprimée. Et elle apparaît également dans mon back-office sur mon historique de données. Donc, il est possible, sans crainte, de supprimer des données de la boîte envoyée pour alléger, comme je vous disais, la mémoire du téléphone. Il y a un paramétrage qui existe également qui permet de vider donc, plus ou moins rapidement cette boîte de données envoyée. Par défaut, quand vous créez un formulaire, c'est ce que je vais vous montrer, par défaut, donc toujours au même endroit, hein, je ne vais pas repartir du début, mais quand vous êtes donc dans les options mobiles au même endroit que se trouve la copie, vous avez ici supprimé de l'application les données envoyées au bout de 60 jours. Ça, c'est la valeur par défaut. Si, comme je vous le disais en préambule, vous avez des données qui sont lourdes, des formulaires qui sont longs, à ce moment-là, n'hésitez pas à potentiellement réduire ce délai-là, 30 ou 15 jours ou 0 jours. Attention quand même, si vous mettez 0 jour, à bien sensibiliser vos utilisateurs, parce que quand ils vont envoyer une donnée, ils vont avoir le message comme quoi la donnée a bien été envoyée, elle sera sur le serveur, mais par contre, la boîte envoyée sera vide tout de suite. Ça peut des fois prêter à confusion. Certains utilisateurs qui n'auraient pas été sensibilisés peuvent penser que leur donnée n'a pas été envoyée. Donc attention, si vous mettez à 0 jour, de bien les prévenir. C'est normal qu'il n'y ait rien dans la boîte envoyée, même au moment de l'envoi, ça apparaît dans la partie serveur. Voilà. Ouais, en espérant que ce soit un petit peu plus clair du coup sur les différences entre les données envoyées et les données serveurs. À retenir, c'est que les données envoyées, elles se trouvent sur la mémoire de l'application. Donc c'est stocké en local. Toujours dans la suite, hein, des petites préconisations d'utilisation hein, pour sécuriser au maximum les saisies des données. On a souvent effectivement donc, des gens qui commencent une saisie de données, mais ils n'ont pas la possibilité de la finaliser sur le moment. Ça nécessite peut-être d'attendre l'après-midi, d'avoir d'autres informations en plus que ce qu'ils ont à ce moment-là. Donc, ils mettent, entre guillemets, en pause leur saisie de données. Trop peu aujourd'hui sont sensibilisés à la mise en brouillon de ces données. Alors, on va essayer de voir pourquoi aujourd'hui il vaut mieux mettre une donnée en brouillon quand vous la saisissez et que vous ne la terminez pas sur le moment. On retourne tout de suite sur notre partie mobile. Alors, voilà. Donc là, je suis à nouveau sur mon formulaire. Je commence une saisie. Hop, je commence ma saisie. Je n'ai pas toutes les informations immédiatement, donc je ne peux pas tout remplir. Il faut que je m'arrête là. Comme vous pouvez le voir en bas, j'ai la possibilité soit de verrouiller, brouillon ou transférer. Donc effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vais mettre ma donnée en brouillon. Là, ma donnée, elle est sécurisée parce que les brouillons sont enregistrés sur le serveur. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si je vais dans ma partie données, brouillon, je retrouve la donnée que je viens de mettre en brouillon là à 11h36. C'est exactement celle-là. OK. Donc, elle est là. Ce que vous voyez là dans la partie brouillon, c'est aussi du local sur votre téléphone. C'est-à-dire que si là, je casse mon téléphone, que j'en prends un nouveau, que je reconnecte au compte Kiseoforms, de base, la boîte brouillon sera vide. Mais pourquoi je vous dis d'enregistrer ces données en brouillon? C'est parce qu'elles sont sauvegardées sur le serveur. Et on a une possibilité de restaurer des brouillons. Alors, si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, les trois petits points en haut à droite, soit je supprime tous les brouillons, soit je les restaure. Quand vous les restaurez, il vous affiche les brouillons qu'il a récupérés, qu'il est possible de restaurer.
Je ne savais pas je savais pas ce que j'avais en termes de brouillon, pour être très honnête avec vous. Donc, je ne sais pas ce qui va se restaurer. Et du coup, on va le voir ensemble. Et ben voilà, j'ai restauré 8 brouillons. Effectivement, hier, quand j'ai fait les essais, donc sur les données que vous voyez en date du 14 février, j'étais sur un autre appareil. Je n'étais pas sur le même téléphone. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, quand je me suis connecté là, que j'ai été dans ma boîte données brouillon, j'avais rien. J'avais que les 2 données que j'avais mis en brouillon, donc une avant le webinaire et une avec vous à ce moment. Et là, j'ai bien récupéré l'intégralité de mes brouillons. Le fait de passer les saisies de données en brouillon, vous vous assurez une certaine sécurité pour pouvoir les récupérer sur d'autres appareils. Comme je vous disais, dans le cadre d'une casse, changement, je suis amené à utiliser du coup une tablette plutôt que mon téléphone. Hop, je peux restaurer les brouillons. Ça, c'était pour la partie un petit peu plus sensibilisation au niveau des utilisateurs. Sur vos utilisateurs qui utilisent l'application, quelques petites bonnes pratiques qui vraiment font qu'au quotidien, une fois que vous avez pris ça en compte, que vous avez pris ces petites habitudes voilà, d'une donnée que je ne finis pas de la mettre en brouillon, qui vont vraiment vous faciliter la vie, si jamais vous perdez le téléphone, vous le cassez, ou dans ce genre de cas, des fois un petit peu imprévu. Et enfin, on va passer du coup donc, sur la dernière partie, donc des astuces et des paramétrages. Donc pareil, des petites fonctions qu'on nous demande assez régulièrement. Et on va pouvoir voir ça ensemble. La première chose qui est plutôt ignorée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de récupérer depuis votre back-office un formulaire et son historique que vous auriez supprimé par inadvertance. Ça peut arriver, on a régulièrement des appels de personnes qui, en faisant du tri dans leur bibliothèque de formulaires, ont supprimé le mauvais formulaire, le formulaire qu'ils utilisaient, et ils pensent donc du coup ils nous font une demande pour pouvoir récupérer ce formulaire, alors que cette fonctionnalité-là, c'est une fonctionnalité qui est disponible pour tous les administrateurs du compte. Alors, il y a quelques petites conditions, on va les voir ensemble, on va voir comment ça se passe pour pouvoir récupérer un formulaire qui est supprimé. Et j'insiste bien sur le fait qu'il n'y a qu'un administrateur du compte qui pourra récupérer un formulaire. Alors, pour ce faire, pour récupérer un formulaire, tout se passe sur le back-office. Donc, j'ai ma liste de formulaires, qui est ici. J'ai mes paramètres Kiséoform et un onglet outils. Et là, comme vous pouvez le voir, afficher les formulaires supprimés. Donc là, par exemple, j'ai un formulaire que j'avais supprimé. Alors, petite information, si vous vous demandez à quoi correspondent ces numéros, ça vous permet d'identifier en fait à quelle date il a été supprimé. 2024, janvier 25. Après les autres, honnêtement, c'est des numéros, je ne sais pas forcément à quoi ils correspondent. Mais là, déjà, vous pouvez savoir à quelle date a été supprimé le formulaire. J'avais 2 historiques, j'avais 2 données qui étaient enregistrées sur ce formulaire au moment où je l'ai supprimé. Si je le récupère, donc voulez-vous récupérer le formulaire? Donc il sort de ma liste des formulaires supprimés et je vais pouvoir le retrouver. Le voilà, calcul. Alors la seule chose qui se passe quand vous récupérez un formulaire qui a été supprimé donc, de la bibliothèque et que vous l'avez récupéré ensuite, comme vous pouvez voir, entre parenthèses, il indique une petite information à récupérer. Je vois bien que j'ai mes 2 données saisies. Si je clique dessus, j'ai l'accès à mes 2 données. Alors, on peut récupérer un formulaire qui a été supprimé. La récupération du formulaire récupère les données, comme on vient de le voir, et la personnalisation de l'historique dont on va parler juste après. Par contre, il y a une limite de temps pour la récupération d'un formulaire. Vous pouvez récupérer un formulaire jusqu'à 6 mois après sa suppression, maximum. Après, au-delà de ça, il est perdu définitivement. Comme je vous en touchais 2 mots en vous disant qu'en récupérant un formulaire, on récupérait la personnalisation de son historique, qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique aujourd'hui que tout le monde, tout utilisateur de Kiséoform, donc que ce soit un utilisateur, un administrateur ou un chef de groupe, chacun a la possibilité de paramétrer, de personnaliser son historique selon ses besoins, sans que ça modifie la personnalisation d'un autre administrateur ou d'un autre utilisateur.
D'accord? Donc ça, c'est lié tout simplement à l'identifiant avec lequel vous êtes connecté sur votre back-office. Si on reprend le cas du formulaire dont on a parlé ensemble, le formulaire du webinaire, donc je vais partager mon écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là j'ai mon formulaire du webinaire avec mon historique. D'accord? En haut ici, j'ai une fonction changer les colonnes. Là, vous retrouvez tous les champs de votre formulaire, ainsi que d'autres informations, l'ID de la donnée par exemple. Alors, intéressant de conserver quand même cette information-là. C'est vrai que quand vous faites une demande de support sur une donnée, sur quelque chose, nous, on a besoin de ce numéro pour l'identifier. Donc, c'est vrai que je vous recommande quand même de conserver cette donnée-là, parce que des fois, quand on demande l'ID de la donnée, ça ne parle pas à tout le monde. Si la personne a retiré cette colonne-là, on ne sait pas forcément toujours de quoi on parle. Donc, je vous engage quand même à la laisser, hein, ça ne prend pas beaucoup de place, mais au moins, si vous avez une question par rapport à une donnée, en nous communiquant ce numéro-là, tout de suite, on peut trouver de quelle donnée il s'agit et faire des recherches plus efficaces. Donc, au niveau de ce paramétrage, donc, changer les colonnes, tout simplement. Je vais sélectionner ou désélectionner les éléments que je peux avoir dans mon historique. Donc là, j'en ai sélectionné certains. Et je peux également réorganiser les colonnes. Je peux décider de déplacer les colonnes d'un endroit à un autre. Tout ceci va être conservé. À chaque fois que je fais ça, je n'ai pas à enregistrer, ça se conserve automatiquement. Là, je travaille sur mon identifiant à moi, hein, sur l'identifiant Pierre. Si j'ai d'autres collègues qui utilisent le même code d'entreprise et qui sont, eux, connectés sur un autre identifiant, ils ont tout à fait la possibilité de paramétrer l'historique pareil. Ça ne modifiera pas les préférences d'un autre utilisateur ou d'un autre administrateur. Donc, sentez-vous libre vraiment, en fonction de vos besoins, de sélectionner ce qui vous intéresse ou pas et de pouvoir le modifier dans ce cas-là sans aucun risque. Dans le cas, donc oui, je pense que je l'ai déjà dit, mais donc dans le cas où vous récupérez un formulaire qui a été supprimé, si vous aviez personnalisé cet historique, vous récupérez la personnalisation de l'historique également. Et enfin, toujours du coup, alors on est toujours un peu dans une logique d'historique, hein. On va parler des champs cachés. On va parler de l'affichage des champs cachés. Alors ça a plusieurs... on peut utiliser des champs cachés dans plusieurs cas de figure. Par contre, là, on va parler au niveau de l'historique. Comment utiliser un champ caché pour ne pas perturber un historique. Alors, on va retourner sur mon formulaire. Je vais recommencer pour vous montrer sur le mobile un petit peu ce que ça donne. Je voudrais vous montrer un petit peu. Tac. Alors, sur mon formulaire webinaire Bon Réflexe, donc, on va relancer une petite saisie de données et on va aller sur la dernière partie qui est le champ toujours caché. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai un champ entreprise, c'est juste une liste, d'accord? Donc, que mon utilisateur va sélectionner. Allez, hop, et j'envoie ma donnée. Pas de difficulté. Il n'y avait qu'un seul champ du coup visible pour l'utilisateur. Il l'a rempli, il a envoyé sa donnée. Mais en fait, c'est que ce formulaire, il a évolué. Entre le moment où je l'ai créé et maintenant, on a fait quelques petits ajustements, quelques petites évolutions au niveau du formulaire. Alors, je vais vous montrer mon back-office. Tac. Et je vais retourner sur la trame de mon formulaire. Alors, oui, merde. Voilà, champ toujours caché. Donc, comme vous pouvez le constater sur la trame du formulaire, j'ai deux champs. Mais sur le mobile, comme on a pu le voir, il n'y en a qu'un seul qui a été accessible. C'était la liste des entreprises. Bah oui, parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'ai évolué.
au départ, je demandais à mes utilisateurs de saisir le nom de la société manuellement, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des fois des erreurs de saisie, des erreurs de frappe. Et puis, j'ai rentré une liste externe de mes clients. Donc, c'est plus facile aujourd'hui. Je préfère que le technicien il sélectionne l'entreprise dans la liste. Surtout, ce qu'on vous déconseille fortement de faire, c'est de supprimer un champ qui ne serait plus utile. Pourquoi? Parce que si j'avais supprimé ce champ nom de la société et je l'avais simplement remplacé par la liste, tout l'historique de mes données, dans lequel aurait pu être saisi un nom de société dans ce champ de saisie, toutes ces informations-là auraient été supprimées de l'historique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter ça? Je ne veux plus que les techniciens utilisent ce champ, mais je veux toujours conserver l'historique des informations qui ont été saisies dans ce champ avant. Et bien, ce champ, je l'ai caché. Donc, pour ce faire, je suis dans les paramètres du champ et dans la partie visibilité. J'ai une option champ toujours caché. Donc là, le technicien, il ne le verra jamais. Il ne verra jamais, du coup, ce champ-là. Il n'aura pas la possibilité de le remplir, mais il existe sur le formulaire en lui-même. Pourquoi c'est important de faire ça? Et vous allez voir au niveau de mon historique, entre les modifications que j'ai faites, ce sera peut-être plus parlant. Alors, je suis sur l'historique de mes données. Donc, j'ai le champ de saisie nom de la société et la liste entreprise. Donc, la liste entreprise, c'est là où j'ai sélectionné sur la dernière donnée Wayatech. Comme vous pouvez le voir, le champ nom de la société, la case là, elle est vide parce qu'elle n'a jamais été remplie vu que le technicien ne peut pas la voir, il n'y a pas accès, elle n'est pas remplie, elle est vide. Mais si je vais un petit peu plus loin dans mes données, comme vous pouvez le constater, le nom de la société ici, c'est rempli. C'est une information qui avait été saisie au moment où ce champ était actif. Donc, dans ce cas de figure-là, voilà pourquoi il vaut mieux masquer le champ pour pouvoir toujours conserver l'historique de ces informations qui ont été saisies. Si je supprime le champ, je supprime l'intégralité de la colonne et les informations saisies dans le champ ne sont plus accessibles. Donc vraiment, prenez l'habitude de cacher un champ qui n'aurait plus d'utilité, qui ne serait plus à utiliser par les utilisateurs, plutôt que de le supprimer. Et je vais finir là-dessus sur le fait que le fait de cacher des champs, il va falloir les afficher. C'est-à-dire que si demain, je suis amené à faire un export d'une donnée avec un champ qui a été rempli, mais qui aujourd'hui est caché, il va falloir que j'active cette option-là. Toujours dans la trame de mon formulaire, il y a deux endroits où ça peut être utile. Donc, dans les exports et dans les configurations des scénarios email. Premièrement, dans les exports, dans la configuration des exports, pardon, je ne suis pas sur le bon. Ah oui, mais je n'ai pas d'export. Je n'ai pas rentré d'export dessus, du coup, je n'ai pas le affiché le champ de... Alors, je vais vous montrer sur le PDF standard, mais je n'ai pas d'export personnalisé du coup, qui me permet effectivement de vous le montrer. Mais sur le PDF standard, ça se présente de la même manière. Ici, vous avez affiché les champs invisibles. Donc, il ne faudra pas oublier de cocher cette case-là. C'est la même chose quand vous avez un rapport personnalisé. Il vous faut obligatoirement cocher les champs invisibles pour pouvoir faire apparaître les informations qui étaient contenues. Ça, c'est au niveau de la configuration des exports. Donc, c'est la même chose dans un Word personnalisé, mais effectivement, j'en ai pas rentré dans le cadre de ce formulaire-là. Et le dernier endroit où potentiellement vous pouvez avoir besoin d'afficher, c'est dans les destinataires d'un scénario d'email. Si vous avez masqué un endroit où il y avait une adresse email, si vous voulez que ça puisse quand même partir, il faut qu'au niveau du scénario email, vous ayez coché « Envoyer » même si le champ est caché. Donc ça se trouve dans les options du formulaire, donc toujours la petite roue crantée. Au lieu de la partie mobile, c'est dans la partie email. Et dans la partie destinataire, envoyer même si le champ est caché. N'oubliez pas de cocher cette information-là pour
que l'information puisse être renvoyée sur cette adresse mail. Ça, c'est dans le cas où j'aurais masqué, par exemple, une adresse email dans mon formulaire. Il arrive, je peux avoir des fois une liste d'entreprises avec des références d'un client, mais ces références-là, certaines personnes peuvent décider que le technicien n'a pas forcément à y avoir accès, il n'a pas besoin de connaître l'adresse email de l'interlocuteur ou ce genre de choses en fonction de ce qu'il fait. Donc, à ce moment-là, je peux lui masquer le champ pour pas qu'il n'en ait connaissance. Mais dans ces cas-là, si ce champ avec cette adresse email est relié à un scénario d'email, vu que le champ est caché, il faudra bien cocher cette option-là. Voilà pour ce qu'il en était du champ toujours caché et du fait d'afficher les champs qui sont cachés dans un export ou dans un scénario d'email. Voilà, il est 11h52. Je pense que vous avez plein de questions par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter. Donc, du coup, je pense qu'on va demander à Nathalie de venir nous rejoindre et je vais lui laisser la place parce qu'elle a pris note de vos questions et elle va se faire une joie d'y répondre. Allez, Nathalie. Bien, donc j'ai fait une sélection de... Oui, excusez-moi, avec le micro, c'est mieux. Donc, je disais que j'ai fait une sélection de questions. J'ai pris essentiellement les questions aujourd'hui en lien avec le webinaire. Quoi qu'il en soit, vous aurez les réponses à toutes vos questions ultérieurement. Donc, concernant le masque de saisie, Mélanie demande s'il est possible de cacher le champ, enfin de cacher le masque par des étoiles. Alors, en effet, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un mot de passe à proprement parler. On peut l'utiliser pour s'en servir comme un semblant de mot de passe, mais voilà, on l'utilise plus comme un code de validation. C'est une sécurité supplémentaire, mais ce n'est pas un mot de passe véritablement. Lionel nous demande comment gérer dans le même champ le contrôle de format pour une plaque d'immatriculation ancien format et nouveau format. Alors, en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous essayez de trouver une formule un peu plus complexe qui permettrait de mêler les deux formats et ainsi de pouvoir saisir soit l'un, soit l'autre. Vous pouvez d'ailleurs chercher des regex sur ChatGPT, hein, il n'y a aucun problème. Si vous voulez rester sur quelque chose de simple, à ce moment-là, vous avez la solution tout simplement de mettre deux champs de saisie, un champ avec le masque pour l'ancienne formule et un champ pour la nouvelle formule. Éventuellement, vous pouvez conditionner l'affichage de ces champs avec des conditions de visibilité, par exemple, en mettant un champ choix ou une case à cocher, s'agit-il de la nouvelle ou ancienne formule, et puis voilà. Ensuite, Edric demande s'il est possible d'avoir plus d'un masque de saisie dans un même formulaire. Oui, il suffit tout simplement de mettre plusieurs champs de saisie, chacun ayant son propre masque. Il n'y a aucun problème là-dessus. Arnaud demande s'il est possible de mettre une valeur dynamique provenant d'un champ calcul ou d'une référence. Alors en fait, le champ de saisie est plus destiné à instaurer un formatage particulier par l'insertion d'une formule. On appelle ça d'ailleurs un regex, mais de ce fait, non, il n'est pas possible de le rendre dynamique. Je vais passer un peu à la concaténation avec le champ calcul. Hicham voudrait savoir s'il est possible de séparer les champs par des virgules sur le champ calcul. Alors oui, Pierre, dans son exemple, a séparé ces champs par un tiret, mais effectivement, si vous insérez du texte et que dans ce texte, vous saisissez une virgule, vous aurez une virgule, vous pouvez mettre tous les caractères souhaités, à vrai dire.
Lucie. Alors Lucie, concernant la copie des données, demande s'il est possible de visualiser la valeur précédente et de la modifier. Alors effectivement, c'est le propre hein, du choix du champ que l'on copie, dans la mesure où on peut sélectionner le ou les champs qui seront copiés dans la copie de données, eh bien ces champs apparaîtront avec la saisie initiale. Donc, aucun problème. Et puis, évidemment, on peut consulter le contenu, on peut l'effacer, saisir autre chose par-dessus. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Christine, je voudrais savoir s'il est possible de copier des données d'un formulaire pour les copier en fait sur un autre formulaire avec des noms de champs communs. Non, ce n'est pas possible. Sur Kiseo, le principe, c'est que chaque formulaire a son propre ID. Les données sont liées au formulaire à partir duquel elles ont été saisies. De ce fait, on ne peut pas croiser les données. Donc ça, effectivement, ce n'est pas possible. Bon, peut-être un jour, ça se fera, mais en tout cas, aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Concernant les données envoyées, stockées sur le serveur, le délai de stockage, en fait, il n'y a pas véritablement de délai. C'est-à-dire que tant que le compte est ouvert et tant que vous ne supprimez pas vos données, il n'y a absolument aucun délai. Donc, l'historique reste, ne bouge pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de supprimer vos données. Ça, c'est un impératif. Concernant la restauration des brouillons, Myriam demande s'il est possible de souhaiter des données dans le brouillon. Alors oui, effectivement, autant vous ne pourrez pas supprimer une donnée qui vous a été pushée et qui se trouve dans la boîte de réception, autant un brouillon, vous avez la main dessus. C'est une donnée qui est en cours de saisie. Vous avez décidé de la sauvegarder en brouillon, ce qui est fortement recommandé d'ailleurs. Et vous pouvez supprimer votre brouillon à tout moment. Pour cela, vous allez cliquer sur les 3 petits points en haut à droite de la page et comme on a vu tout à l'heure pour la partie restaurée, eh bien, au lieu de faire restaurer, vous faites supprimer le brouillon. Il n'y a aucun problème avec ça. Concernant toujours la restauration des brouillons, Babacar demande s'il est possible de récupérer les brouillons en filtrant par formulaire ou par date. Alors, non, en fait, la restauration des brouillons se fait sur toutes les données qui ont été mises en brouillon à un moment donné. On n'a pas la possibilité de dire je vais restaurer tel ou tel brouillon. C'est ou tout ou rien. Ça rejoint d'ailleurs la question d'Hicham, qui demandait également s'il avait la possibilité de sélectionner le brouillon, le ou les brouillons à restaurer. La restauration des formulaires, Christophe voudrait savoir comment faire des sauvegardes de formulaires, voire des copies de formulaires réutilisables dans d'autres comptes Kiseo. Alors, la copie de formulaire existe. Il y a plusieurs possibilités, je dirais. Soit vous souhaitez faire une copie d'un formulaire, comme ça, occasionnellement. À ce moment-là, eh bien, il faut passer par notre support. L'administrateur doit nous faire une demande écrite pour nous demander de copier tel formulaire du compte A vers le compte B. Cette demande doit être bien sûr approuvée par l'administrateur du compte qui va réceptionner le formulaire. Voilà, il y a tout un process. Et nous, une fois que nous avons cette demande écrite, on effectue la copie. On ne pourra pas la faire, par contre, sans l'accord des 2 administrateurs. Contractuellement, nous n'avons pas le droit de modifier vos données, donc nous sommes très à cheval sur ce process. Voilà. De plus, il est à savoir que quand on a fait la copie, c'est une action qui est irréversible. Ça aussi, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Cyril nous demande s'il est possible de récupérer les brouillons sur le PC afin de continuer la saisie.
Eh bien non. À aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de lien entre l'application mobile et le back-office, dans le sens où on ne peut pas commencer la saisie sur le mobile et la terminer sur le back-office. Vous avez certainement constaté que quand vous saisissez une donnée depuis le back-office, vous n'avez pas de brouillon, vous n'avez pas de boîte de réception, vous n'avez en fait pas toutes les fonctionnalités qui existent dans l'application mobile. De ce fait, eh bien, si vous commencez un brouillon sur l'application mobile, vous devez l'envoyer, enregistrer votre donnée pour qu'elle remonte dans le back-office. À ce moment-là, vous pourrez la modifier si vous avez activé la modification des données après enregistrement. Voilà. Excusez-moi, je cherche les questions. La personnalisation de l'historique. Alors, Louis voudrait savoir s'il est possible de faire suivre la personnalisation de l'historique d'un formulaire sur un autre formulaire, notamment dans le cas d'une copie. Alors, eh bien non, toujours dans le même principe, hein, chaque formulaire est bien propre. Chaque formulaire a son ID, chaque formulaire a ses données, et effectivement, la personnalisation mise en place sur un formulaire ne peut pas être dupliquée sur un autre formulaire. Concernant l'affichage dans la colonne utilisateur, l'affichage du nom, du prénom, de l'adresse mail, en fait, nous ne faisons qu'afficher ce qui avait été saisi dans la fiche de l'utilisateur. Par exemple, si dans la fiche de l'utilisateur, vous avez mis en identifiant de connexion l'adresse mail de l'utilisateur, effectivement, dans la colonne utilisateur, vous verrez apparaître l'adresse mail en plus du nom et du prénom. Donc, si vraiment vous trouvez que c'est long et que cette information ne vous est pas utile à cet endroit-là, eh bien, il suffit tout simplement de définir un identifiant autre qui soit plus court. Et effectivement, vous n'aurez plus l'adresse email dans la colonne utilisateur de l'historique. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme questions? Alors, il y a certaines questions qui sont plus des demandes d'évolution que des questions. Donc, dans ce cas, il n'y a aucun problème, hein. Sur les fonctionnalités qui n'existent pas aujourd'hui, eh bien, vous avez la possibilité, et d'ailleurs, on vous invite à le faire, parce que c'est comme ça que notre application peut évoluer. C'est justement avec vos retours, vos demandes d'évolution. Nous les faisons toutes remonter auprès de notre service développement. Elles sont analysées selon certains critères, et nos développeurs prennent la décision de faire ou pas. Bon, s'ils décident de faire, à ce moment-là, de toute façon, vous êtes informés par le biais de la newsletter ou par le biais du journal des mises à jour. Mais au contraire, faites-les, il n'y a aucun problème. Voilà, il est 12h05, je crois que nous sommes dans le timing. Je vais laisser Pierre finir sa présentation. Pardon, j'avais coupé le micro. Merci Nathalie. Du coup, alors pour finir cette présentation, il me reste simplement à vous montrer quelques slides. Alors pourquoi j'arrive pas à les mettre?
On a été ravis de, Ravi on a été d'animer ravis ça tous les d'animer deux ça ensemble et on espère tous les que deux vous avez eu ensemble. Et vous avez de eu nombreuses informations de et qu'on va nombreuses vous infos. permettre de bien démarrer cette année 2024 avec Iséoform, c'est d'optimiser un petit peu votre usage. Donc, merci à tous d'avoir été présents et je vous dis à très bientôt par téléphone ou par mail ou peut-être sur un prochain webinaire. Merci également et je vous souhaite de passer une très belle journée et un bon appétit. Au revoir à tous.